peut-il avoir meilleure maîtresse que nos erreurs? C'est une question qui cache en elle le début d'une réponse. Et oui, les erreurs sont mêlées à nos vies, à nos parcours et à nos trajectoires d'ici. J'ai voulu, à travers ce créneau, créer un espace dans lequel elles seraient valorisées, trouveraient un écho, un lieu imaginaire dans lequel les leçons tirées de nos erreurs de vie deviendraient purement et simplement des enseignements, qui peuvent parfois avoir plus de valeur que les cours magistraux. Mais cet espace est vôtre, n'a point de raison d'être sans vous. Il est donc nôtre, le vôtre, le mien. Vous êtes à la fois au micro et au haut-parleur. Nous recevrons ici des personnes entières qui n'auront pas à cœur de paraître au beau-parleur. Vous êtes la voix et lui, le signal et le capteur. Et oui, venez partager vos erreurs et surtout les leçons que vous en avez tirées. Vous resterez anonyme afin de parler en toute liberté. Au micro, c'est Olivier Daris. Vous êtes dans nos erreurs, nos leçons, de Talk Educa, le podcast qui parle d'éducation. Alors aujourd'hui, je reçois une jeune dame très jolie que vous n'aurez pas la possibilité de regarder et de voir et d'apprécier. Mais aujourd'hui, tu es venu nous parler en fait d'une erreur parce qu'ici, on se tutoie. Tu es venu nous parler d'une erreur qui a failli, plutôt de deux, qui ont failli en fait bouleverser ta vie et tu aimerais en fait que les enseignements que tu en as tirés, les plus jeunes et d'autres en fait en profitent. Donc, je vais te laisser te présenter dans l'anonymat le plus possible. Attends. Alors, je suis une femme je viens d'Afrique et j'ai 33 ans. Ok. Voilà. Ok, merci. Merci déjà d'être venu parce que la démarche de venir parler de ses erreurs est avant tout en fait une démarche de courage. Donc, merci pour cela. J'aimerais aussi, avant de commencer, préciser que moi, je ne suis qu'à l'écoute. Une écoute, certes, active parce que je vais te poser des questions. D'accord. Des questions que d'ailleurs les auditeurs auraient pu te poser juste pour comprendre mieux. D'abord, pourquoi tu as commis les erreurs, le contexte de ces erreurs et finalement ce que tu en as appris. Donc, je n'ai pas du tout un regard de juge sur ton histoire. Moi, je l'écoute. Et je l'écoute avec bienveillance. C'est important, en fait, de le préciser dès le départ. D'accord. Tu es venu nous parler d'une erreur, plutôt de deux. Mais la première, quelle est-elle? Alors, pour ma part, je suis tombée enceinte à 17 ans. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce que par rapport à l'âge, par rapport à ma situation, dans le fait que je sois encore chez mes parents, que je n'ai pas encore de stabilité en quoi que ce soit, parce que j'étais encore à l'école. Et, mais finalement, cette erreur-là, en fait, a eu vraiment un impact positif. Mais ça, c'était plus tard, vraiment plus tard. Je me suis rendu compte de ça, mais vraiment plus tard. Mais au moment où ça s'est passé, c'était très, 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 très compliqué. Ouais. Tu sais, là, les auditeurs peuvent dire, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi, calme-toi. Là, tu commences à nous dire, en fait, que c'est positif et tout. Mais nous, là, on veut d'abord, là, dans le contexte de l'erreur, comprendre. Quelle a été l'histoire? C'est-à-dire que là, on veut des détails croustillants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, dans l'anonymat. Hein. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Donc, d'abord, j'étais en troisième. J'étais en troisième et je vivais encore chez mes parents. Et en fait, je suis... je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Non, je vais commencer par le début. Ouais, voilà. Voilà, les gars. Voilà. Et les filles, on va commencer on est bien. par le début. Ouais. À 12 ans. Ouais. À 12 ans, je suis partie en Angleterre. Voilà, je suis partie en Angleterre. J'ai fait plusieurs années en Angleterre. Et pendant ce temps-là, j'étais à l'école là-bas, tout ça. Et pendant ce temps-là, j'ai rencontré un garçon
Vraiment, c'était voilà, l'amour de jeunesse, quoi. On sait que c'est intense, vraiment. Tu crois que c'est l'homme de ta vie et tout ça et tout ça. Donc, je suis tombée amoureuse de ce jeune homme qui n'était pas très âgé par rapport à moi. Il avait 1 an de plus. Et c'est par lui, en fait, au fur et à mesure, en fait, on s'est vraiment rapprochés, on est sortis ensemble. On a vu que vraiment, on s'aimait, on se kiffait grave, on s'aimait grave. Et je suis repartie en France. Donc, je l'ai laissé, mais vraiment, dans ma tête, c'était impossible de le laisser. Vraiment, c'est mon gars, quoi. Donc, j'ai tout fait pour repartir. C'est-à-dire que j'ai fugué pour... J'ai pas fugué, genre, pour aller chez ma copine à côté. Hein. J'ai fugué, j'ai quitté le pays, carrément. Ok. Donc, je suis repartie, j'ai fugué. Tu es reparti en Angleterre. Je suis repartie en Angleterre dans la fugue. Et c'est là-bas, en fait, pendant ce laps de temps-là, et j'ai fugué pendant 3 mois. Et c'est pendant ce laps de temps-là que j'ai pris ma grossesse. Tu as quel âge? 17 ans. Ok. Voilà, 17 ans. En fait, pour dire quand j'ai fugué, j'avais 16 ans. Ok. Parce que je suis de décembre. Voilà. Donc, ça fait que j'avais 16 ans. Et là-bas, vu que c'était dans cette période-là, j'ai fêté mes 17 ans là-bas. Donc, j'avais mes 17 ans. À 17 ans que j'ai pris justement la grossesse. Je suis allée là-bas et tout ça, j'ai pris la grossesse. Et après, je suis revenue, en fait, en France avec la grossesse. Et le truc, c'est que... Bon, quand on est jeune comme ça et qu'on prend une grossesse, franchement, on ne sait pas quoi faire. Surtout moi, je ne savais vraiment pas quoi faire. Mais je me suis dit, étant là-bas, je me suis dit, bon, je vais faire un avortement. Okay. Parce que si quelqu'un découvre, je suis foutue. Ouais. Donc, je vais faire un avortement. Je suis allée me renseigner un peu dans les... Parce que là-bas, en fait... En Angleterre, ils ont des centres pour les jeunes mamans. Ok. Et parce que là-bas, les jeunes filles, à partir de 12 ans, elles prennent des grossesses. Donc vraiment, il y a beaucoup de centres et beaucoup d'aides là-bas concernant ça. Donc, je suis partie taper à une de ces portes-là. Et donc, on m'a un peu orientée. Et j'avais un rendez-vous justement pour la procédure. Et le jour du rendez-vous, la famille m'a retrouvée, quoi. La famille m'a retrouvée. Le jour du rendez-vous pour juste prendre des conseils? Non, parce que j'avais déjà pris les conseils. Pour avorter. Donc, c'était justement là, ça devait se faire en fait. Ouais. C'était le jour où ça devait se faire. Ouais. J'avais rendez-vous à 15h. Ok. À midi, Ouais. c'est mort. Ah. Parce qu'en fait, à midi, je reçois un appel d'un membre de ma famille qui me dit oui, je suis à l'aéroport et tout, nanana, est-ce que tu peux venir et tout. Entre-temps, une semaine avant, on m'avait déjà retrouvé Qui est en Angleterre? Oui, oui. La personne est en Angleterre? La personne est venue en Angleterre. Donc, au moins, on a su que tu étais en Angleterre. Oui, une semaine avant. Déjà, ouais. Une semaine avant, ils ont pris contact avec moi. Ils ont tout fait pour me retrouver. Ils m'ont retrouvé. Ils ont su que j'étais en Angleterre. Donc, une semaine après, donc le jour du rendez-vous en question, à midi, on m'appelle et tout. Oui, je suis à l'aéroport. Je ne sais pas comment on fait pour venir. Nanana. Je dis non, mais prends le taxi ou prends le truc. Non, j'arrive pas. Je ne sais pas. Donc, je dis bon, ok, j'arrive. Grosse erreur. Je suis arrivée, on m'a emmenée à l'ambassade. Ok. On m'a fait un laissez-passer. Ouais. Là, c'était en 2 temps. Là. Ouais. On m'a fait un laissez-passer. Direct retour. Direct dans l'avion. Ouais. Air France. Je suis revenue en France. Ok. Voilà. Okay. Donc, j'avais pas d'affaires, rien. Ouais. C'est-à-dire que rien. Et à ce moment-là, comment tu es psychologiquement là à ce moment-là? Ah, mais complètement flippée. Mais complètement flippée. Parce que mon rendez-vous, il était à 15h. Et à 15h, je me retrouve dans les airs. Ouais. Donc là, j'étais complètement flippée. Ouais. Donc, et en plus, j'ai laissé mon copain. Il ne sait pas. Il pense que je suis partie chercher le membre de la famille. Et donc, j'arrive pas. Je reviens pas. Donc, je sais pas. J'étais dans l'avion, mais j'étais pas dans l'avion. Ouais. Franchement, j'atterris et tout. On arrive à la maison et tout ça. Et perso, je sais pas. C'est comme si j'ai eu un flash. C'est-à-dire que, genre, ça n'existait plus. À un moment où j'ai atterri, en fait, le lendemain, je sais pas. Je sais que j'étais enceinte. Mais je n'ai plus capté la chose, en fait. C'est-à-dire que je l'ai enlevé de ma tête. Genre me dire que je dois chercher là, comment essayer d'avorter ici et tout. Ouais. C'est sorti de ta tête. C'est complètement sorti de ma tête. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait un blocage. Ouais. Où je me suis dit,
Bon, là, je suis avec eux. S'ils savent ça, je suis mais carrément dans la Ouais, ouais. Et là, c'est pas comme si je viens d'un pays que je connais pas, mais je connais pas ce genre de... J'ai jamais été enceinte pour dire que je vais savoir à qui parler et tout ça. Et je savais pas à qui parler. Donc, je suis restée dans ma bulle. Je suis restée dans ma bulle et mon ventre grossissait de plus en plus. Il faut savoir qu'à cette époque-là, bon, j'étais à fleur de l'âge. Donc, ça fait que j'étais grande, musclée, avec un ventre d'abdos, tout ça. Donc là, le ventre, il commence à grossir. Donc, je commence à porter des t-shirts un peu plus larges. Un peu des cabas, quoi. Mais grave, mais grave. Et il y a un Que tu ne moment portais pas avant. que je ne portais pas avant. Ok. Parce que je mettais mon ventre en valeur. Bah oui, bah oui. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont remarqué, il y a un des membres de ma famille, la personne qui est venue me chercher a remarqué que je portais tout le temps le même pull. Ok. Tous les jours, H24. Je dors avec, je me réveille, je dors avec, je me réveille. Donc, un matin, je me lève et la personne a jeté le pull. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la chambre pendant que je dormais et elle a pris le pull, elle l'a jeté. Ouais. Donc, quand je me suis réveillée et j'ai pas trouvé le pull, j'étais en panique. Ouais. Parce que le ventre Tu vois. Mais Et là, tu ne partageais la chambre avec personne. Non. Ok. Ah bon, si, avec un petit, quoi. Un petit, il était... Il voilà. n'en a rien à foutre. lui. C'était... total. C'était encore un petit. Mais non, la personne a jeté. Donc, j'étais complètement paniquée. Donc, je sors et tout. Je mets je mets la couette. Genre, je viens de me réveiller et tout. Je mets la couette, je cherche mon pull. Je demande, mais il est où mon pull? On me fait genre, mais de quel pull tu parles? Mais le pull que je porte tous les jours. On me dit, moi, je sais pas de quel pull tu parles. Personne Mais n'est au courant. personne ne se rappelle du pull que je porte. Ouais. H24, on me demande de le jeter. Aujourd'hui, personne ne se rappelle du pull. Mais c'est terrible. Toute la maison. Toute la maison, personne ne se rappelle du pull. Je dis, mais attends, mais... Donc, ça veut dire que le message était passé dans la maison. Mais non, ils ne savaient pas. Personne ne savait encore. Juste le fait que... En fait, ça les a saoulés, le fait que je mettais tout le temps le même pull. Ah, ok. Sinon, ils ne savaient pas. Ils se sont juste dit... Elle met tout le temps le même pull. On va jeter ce pull. On va juste jeter le pull. Parce qu'elle met tout le temps le même pull. Sans savoir que j'étais enceinte. Ouais. Donc, il fallait que je trouve une autre tactique. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur. J'ai fugué encore. Oh. J'ai fugué pendant quoi? Un mois? Pour repartir en Angleterre? Non. Là, je suis restée en France. Ok. Parce qu'ils avaient pris mon passeport et tout. Ils avaient tout bloqué. Ouais. Donc là, pendant un mois. Bon, il faut se dire que j'étais à peu près à 4... J'entrais dans mon 5e mois. Ok. Et 5e mois, pour une personne qui n'a pas de ventre, ça se voit. Ouais. Donc, je sais qu'au moment... un mois plus tard, le ventre, il a grossi encore. Donc, c'était mort. Je ne pouvais plus, en fait, repartir à la maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir autour de moi. J'avais une cousine qui me ressemblait à peu près. Je me suis dit, bon, je vais prendre sa carte d'identité et je vais repartir en Angleterre. Ok. Bon, la cousine, naze. Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est mes parents qui ont et tout. Nana. Logique, elle est encore mineure et tout, donc c'est normal. Ouais. Donc, j'ai vu une amie qui était congolaise et qui me ressemblait, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai pris sa carte quand même. Je me suis dit, c'est pas grave. Je prends, je m'en vais quand même. Bien évidemment, les Français, eux, ils s'en foutent total. Ils m'ont laissé passer. Ouais. Mais total. Vous ressemblez tous. Non, mais vraiment, c'est ça. Voilà. Et par contre, les Anglais m'ont bloqué direct. Oh. Les Anglais m'ont bloqué direct. Ils ont compris que ce n'était pas Que c'était pas moi. Ah oui, direct. Direct. Dès que la personne a pris la carte, mais directement, elle a su. Elle m'a dit, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. S'occuper de toi. Je me suis dit, c'est mort, c'est cramé. Là, c'est mort. Après, il vient, il me dit, are you okay? Good. Okay, I'm coming. J'ai su que c'était pas bon. Là, c'était, I'm coming. Je dois repartir dans le car. Tu me dis, I'm coming. Ouais. C'est pas la peine. Alors que mon car, il doit partir. Je sais que c'est mort. J'ai commencé à me mettre à l'aise sur la chaise parce que je savais que c'était mort. Ouais. Et ils m'ont confié aux policiers français pour dire que oui, bon, usurpation d'identité, nanana. Et les Français, ils ont regardé la photo. Ils me disent, mais vous avez fait une chirurgie? J'ai dit, oui, effectivement. J'ai fait une chirurgie. Ils me disent, mais il n'y en a pas qu'une, hein. Vous en avez fait plusieurs. J'ai dit, oui, effectivement, j'ai fait le nez, les pommettes, les yeux et tout. Ils me disent, mais
Mais franchement, ils ont réussi, hein. Ils ont réussi. Parce que là, on dirait totalement une autre personne. Incroyable. Et donc, il a appelé tous ses collègues. Et quoi? Venez voir. Elle a fait une chirurgie de ouf. Ça, c'est l'innovation du siècle. Non, elle a fait une chirurgie de ouf. Donc là, non. Après, ils ont dit, mais madame, mais montez doucement quand même. Parce que là, c'est trop cramé, c'est trop évident. Doucement. Et je me suis dit, bon, ils savaient là encore, ni les Anglais ni les Français savaient que j'étais enceinte. Ouais. Donc après, quand ils m'ont fait la palpation et tout, ils ont vu que j'étais enceinte, ils ont dit, oh, mais elle est enceinte. Donc ils ont commencé à paniquer un peu. Elle est enceinte et tout. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Vous voulez pas aller à l'hôpital? Donc, à paniquer. Quand je les ai vu que j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, je dois tirer cette chance-là. Je dis, ah là, j'ai mal là. Là, quand j'ai vu, parce que là, de base, j'étais dans la merde. Donc, quand ils m'ont dit, ah, madame, ils ont commencé à paniquer, vous êtes enceinte. Ah, mais vous voulez aller à l'hôpital et tout. J'ai dit, ah oui, là, j'ai mal. Là, attends, ah oui, vous avez mal. Oh là là, appelez les pompiers. Ah oui, là, j'ai mal. Et ils m'ont envoyé à l'hôpital au lieu de m'en mettre en garde à vue, en fait. Oh là là. C'était grave, hein. Mais là, tu es en train de donner des astuces, là. C'est incroyable. Et étant en train d'attendre les pompiers, la cellule était derrière moi. Et moi, j'étais assise, ils m'ont mis sur une chaise. Je ne pouvais pas aller dans la cellule. La cellule est dégueulasse. Pour une femme enceinte, c'est pas possible. Ouais. Donc, ils m'ont donné une chaise. Le gars, il m'a dit, ah, vous voulez pas un petit gâteau? Vous voulez pas un Oh petit là jus? là. Mais là, tu es au petit soin, là. Mais grave. J'ai dit, oui. Donc, je prends. Et à un moment, je me suis retournée. Et je vois les gens, là, les immigrés et tout, qui essaient de passer la frontière. Ils me regardent en mode, elle est sérieuse, elle? Donc, je me suis vite retournée, j'ai poussé ma chaise, il ne faut pas qu'un va attraper ma gorge. Je me suis vite poussée. Et après, ils m'ont dit à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Et c'est là que j'ai fait ma première échographie. J'avais, pendant tout le long, parce qu'il faut savoir que quand tu es enceinte, la première échographie se fait à 3 mois. Et là, moi, j'étais à 5 mois. C'est-à-dire que l'enfant aurait pu avoir une malformation ou quoi que ce soit, en fait. Quelque chose pouvait très mal se dérouler, mais sans que je sache, en fait. Parce que, justement, j'avais cette peur-là, en fait, de parler à quelqu'un. Et je ne savais pas, en fait, à qui parler. Je ne pouvais pas parler chez, je ne pouvais pas parler à un membre de ma famille. Donc, je n'avais pas d'amis ou quoi que ce soit. J'étais vraiment seule. Donc, en fait, c'était vraiment un mal pour un bien. Parce que c'est vrai que j'ai été arrêtée. Et ça a été... cette période est catastrophique. Mais c'est cette période-là qui a fait que j'ai eu, en fait, tous les examens que je devais avoir, en fait, de base. OK. Donc, vraiment un mal pour un bien. Et ils m'ont fait des examens, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ah, vous attendez une fille. Ça, c'est toujours là. Ça, ce sont les pompiers, ça. Non, ça, c'est quand les pompiers m'ont pris, ils m'ont mené à l'hôpital. Ah, OK. Et c'est à l'hôpital que j'ai fait les examens. Il faut savoir que je suis restée à l'hôpital pendant 2 semaines. Là, tu es en France, déjà. Je suis en France. Tu es en France, déjà. Parce que j'étais, en fait, à la frontière, j'étais à Dover. Ouais, tu n'as même pas pu traverser. Donc, tu es toujours resté en France. En fait, j'ai même pas senti l'air de Londres, tu vois. Donc, ça fait que, quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, j'ai fait 2 semaines là-bas. Parce qu'en fait, vu que j'étais mineure, il fallait qu'un majeur et un membre de ma famille viennent me chercher. Et comme personne ne savait, j'ai dit au policier, punaise, personne ne sait. Ni mon père, ni mon truc, personne ne sait que je suis enceinte. Donc, s'il vous plaît, ne dites rien. Dites que j'ai essayé simplement de traverser, c'est tout. Il me dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Ah oui, oh, je suis vraiment désolée, il n'y a pas de problème. Non. Et ils n'ont rien dit. J'arrive. OK. Il prend le téléphone. Allô, monsieur Tan? Ah, mais là, on vient d'attraper votre fille, elle est enceinte de 5 mois et tout, et elle essaie de passer la frontière, là. Et je suis en face de lui. Et il me regarde en mode... Que... Ah, ouais. Genre, il tourne son visage en mode... ah, si. T'essaies de me dire quoi, là, même? Elle est enceinte de 5 mois. Hein. Donc là, venez la chercher. Et il parlait à mon oncle. Il s'était trompé de personne. Il parlait à mon oncle. Donc, il a coupé. Il a rappelé mon père. Ah, parce que mon oncle et mon père ont le même prénom et le même nom. Il a rappelé. Et là, il a redit la même chose. Et donc là, mon père a complètement raccroché. OK. Il a dit, je m'en fous, c'est pas mon problème. Il a raccroché. Donc, ce qui fait que je suis restée... Après, il me dit, ah bah, votre père, il a dit, il s'en fout. Hein. Ah bah, vous allez rester avec nous, mademoiselle. Vous allez rester avec nous. J'étais en mode, mais...
Et donc, pendant 2 semaines, ben, ils m'ont, du poste de police à l'hôpital, ben, je suis restée à l'hôpital pendant les 2 semaines, le temps que quelqu'un vienne me chercher. Et c'était mon père qui est venu me chercher. Sachant que lui-même quittait de l'hôpital, d'une opération lourde, il est venu quand même me chercher là-bas. Et c'est là-bas, il a vu, en fait, parce qu'il a entendu, ok, le monsieur lui a dit tout, mais il ne m'avait pas vu. Et donc, il m'a vu et tout, il voit le ventre et tout. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je quittais de chez lui. Ouais. Donc, un coup comme ça, franchement, il a pris son choc. Ton père, ouais. Ah, mon père, il a pris son choc. Ce qui a fait qu'il s'est complètement détaché de moi, en fait. Mais quand je dis détaché, c'est vraiment littéralement détaché de moi. Il m'a envoyé au tribunal pour dire que, au tribunal des enfants et tout, pour dire que oui, lui, il veut plus de moi parce que j'étais enceinte. Et que lui, voilà, lui, il veut plus. Donc, il se désengage directement de ma vie, en fait. Faites ce que vous voulez. C'est exactement ces mots. Faites ce que vous voulez d'elle. Je veux pas. Donc, et ça, franchement, c'est pour ça que je la répète textuellement, la phrase, parce qu'elle m'a marquée. Parce que vraiment, elle m'a marquée. Et on était devant le juge, c'était une femme. Et j'étais assise et lui, il n'a pas voulu s'asseoir. Donc, il était debout à côté de la fenêtre et il a sorti cette phrase. Et quand il a fini de sortir cette phrase, il est sorti. Et la juge, elle m'a dit, OK. Avant qu'il sorte, il était à la porte. Elle lui a dit, mais faites je sais pas quoi, l'émancipation ou un truc du genre, signer en fait le fait que vous la laissez prendre ses responsabilités. Il a dit, ah non, elle prend aucune responsabilité, rien, je lui donne rien du tout. Elle reste comme ça, mais je la veux pas. Donc, il voulait pas que je sois, genre, en fait, il le disait parce qu'il était en colère. Sinon, il voulait pas totalement m'abandonner, en fait. Parce que dans ces cas-là, il aurait signé le papier. Là, il en avait peut-être marre. En fait, là, c'était vraiment trop. C'était un choc. C'était vraiment un choc. Parce que tu vois ta fille un mois avant ou quelques semaines avant. Et tu peux même pas t'imaginer, en fait, qu'elle est enceinte. Tu la vois, là, avec un gros ventre et tout. Tu te dis, mais ça vient d'où ? J'ai raté quoi, en fait ? Voilà, j'ai fait quoi comme erreur ? Tu vois ? C'était trop pour lui. C'était trop pour lui, ouais. Donc, ça fait que j'ai été placée en foyer, d'abord en famille d'accueil et ensuite en foyer. Et c'est en foyer que j'ai accouché. Et à la suite de ça... Et ça, comment tu le vis, toi ? Ça, cette période-là, comment tu le vis ? Seule. Parce que la personne qui est venue me chercher était dans la même situation aussi que moi. Bon, dans la même situation, elle était enceinte aussi. Donc, ça fait qu'au lieu d'être ensemble et me dire, voilà, il faut que tu fasses ça, essayer de me conseiller, rien. En fait, j'étais vraiment seule. Tout le monde m'avait abandonnée. J'étais vraiment toute seule. Donc, franchement, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment mon erreur parce que j'étais vraiment abandonnée. Étant enceinte pour la première fois, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est vrai que je m'étais occupée déjà d'enfants. Mais c'est pas mon enfant. Donc, ça fait que tu t'occupes de l'enfant là, tu sais que ses parents, à 16h, ils vont venir tranquille. Mais là, c'est ton enfant, ta responsabilité. Donc, ça fait que j'étais mal. Ouais, j'étais mal. J'avais une chambre toute seule et tout, mais j'étais vraiment mal parce que j'étais seule. J'étais seule, j'avais rien dans ma chambre parce que j'avais pas d'aide, ni quoi que ce soit pour pouvoir meubler la chambre, ni quoi que ce soit. Non, franchement, j'étais vraiment au plus bas. Tu étais abandonnée à toi-même. J'étais vraiment abandonnée à moi-même. Et à ce moment-là, tu aurais voulu J'aurais voulu vraiment ce soutien-là, en fait. Je comprends. Voilà. Plutôt, je comprends la déception. Voilà. Je comprends la déception parce que même moi, étant mère, je comprends, en fait. Mais pour l'enfant, c'est dur. Voilà, c'est dur. Parce que tu es déçu, tu es en colère et tout, oui. Mais l'enfant, il est seul. Dans un endroit qu'il ne connaît pas les personnes. En fait, c'est vraiment livré, mais totalement comment abandonné. Tu es vraiment abandonné. Et c'est dans ça que tu dois accoucher. Un accouchement, tu es entre la vie et la mort. Tu donnes naissance à un être humain, quoi. Et c'était pas par césarienne ni quoi que ce soit. Hein. J'ai poussé la petite. Donc, ça fait que... bon, après l'accouchement, il est venu. Il est venu après l'accouchement, le lendemain. Et il m'a dit une phrase. Mon père m'a dit une phrase. Il m'a dit... parce qu'en fait, il est resté assis avec l'enfant dans les bras
pendant plusieurs heures. Il ne m'adressait pas un mot. Quand il y rentre, bonjour, il ne m'adresse plus la parole. Et donc, je regarde la télé, moi. J'essaie. En fait, c'est la honte, la culpabilité qui fait que j'ai carrément envie de creuser un trou et me mettre dedans. Et il m'a dit, il faut que tu saches que je ne suis pas fâchée contre la petite, hein, contre le bébé, parce que le bébé n'a rien fait. Je suis fâchée contre toi. Donc, je viendrai pour le bébé, mais pas pour toi. Voilà. Parce que je sais que tu vas bien. Tu vas bien, mais je viendrai. Il faut savoir que mes visites, c'est que pour le bébé. Donc, quand il venait, il m'apportait quand même des fruits et tout ça. Il dit que ça des vitamines et tout. Oui, puisque tu donnes le lait au bébé, c'est toujours pour le bébé. C'est toujours pour le bébé. Mais sinon, il ne m'adressait pas du tout la parole. Même pour faire les papiers de la petite, il avait pris tous mes papiers parce qu'il savait qu'il suffisait de rien. Et je reparle en Angleterre. Ouais. En fait, c'était de là. Donc, s'il avait fait une petite erreur, j'étais gone. Mais donc, il gardait mes papiers. Donc, pour faire les papiers de la petite, on avait besoin de mes papiers. Donc, je l'appelle et tout. Je lui dis, j'ai rendez-vous tel à la mairie et tout pour faire les papiers de la petite et tout. Et elle avait quoi? Quelques mois, 3 ou 4 mois. Même pas. Elle avait 3 mois. Non, je dis des bêtises. Elle avait 4 mois. Et il me dit, ok. Donc, il vient, il donne ma pièce, il reprend la pièce, il part. Ok. Tu vois, jusqu'à où? Et donc, pour aller chercher la pièce d'identité, il n'avait pas le temps. Donc, il était venu la veille. La veille, il m'a donné la pièce d'identité. Nous étions en décembre. On était à 2 jours de mon anniversaire. Et il m'a donné la pièce. Et après, je me suis dit, là. Quelle issue. Fallait pas faire ça. En plus, la petite, c'est son passeport est prêt et tout. Ouais. Fallait pas faire ça. Et il avait demandé une réunion 2 jours après. En fait, 3 jours après. Le lendemain de mon anniversaire, il a demandé une réunion. Donc, avec la famille et tout. Et il m'a demandé à cette réunion-là, donne-moi ta pièce d'identité. Je dis, ben non, j'ai 18 ans maintenant. Donc, non, c'est mort. Donc, finalement, en fait, on a coupé court. À partir de ce moment-là, je l'ai revu 6 ans après. On a arrêté de se parler pendant 6 ans. Tiens. Ouais, pendant 6 ans, on a arrêté de se parler. Parce que vers la fin, en fait, la tristesse s'est transformée en colère chez moi. La tristesse, malgré que je comprenais, mais ça s'est transformé quand même en colère. Parce que pendant ces 6 ans-là, j'avais besoin de mon père. J'avais besoin de lui. Voilà, je parle pas de ma mère parce que ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, mon père, j'avais vraiment besoin de lui. Et ce qui fait qu'il n'était pas présent. Il voulait même pas. Donc, ça fait que je suis restée dans mon coin. Je suis restée en Angleterre. Voilà, je suis repartie en Angleterre et tout, avec le bébé. Mais le lendemain, le jour où il m'a demandé ma carte, le lendemain, je suis partie. Ok. Le lendemain, je suis partie. Et je suis revenue des années plus tard. Et pendant toutes ces années, on ne s'adressait pas la parole. Et après, on a commencé à s'adresser la parole, mais c'était plus comme... Il y avait une rupture. C'est ça. Il y a eu une cassure. C'était plus comme avant. Et lui et moi, on n'a jamais été vraiment très, très, très proches. Mais le peu, là, était plus là. Ouais. Et donc, c'est la deuxième erreur, en fait. Le pourquoi, maintenant, on est devenus assez proches. Ok. Mais sinon, maintenant, en fait, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, quand il voit le bébé qui est devenu une grande fille, il a une fierté pas possible. Parce qu'elle réussit tout à l'école. Vis-à-vis du bébé ou bien vis-à-vis de toi, finalement? En fait, vis-à-vis du bébé. Et vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de moi, il est fier quand même. Il est fier il te l'a déjà dit? Il me l'a déjà dit. Parce que malgré tout ce que j'ai enduré, finalement, j'ai réussi, en fait, à devenir quelqu'un. C'est-à-dire, je ne manque de rien. Voilà, je ne manque de rien. Je ne suis pas riche. Voilà, mais simplement que je suis en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé. Voilà, je ne dors pas dehors. Je ne fais pas la mendicité. Voilà, vraiment, je vais bien. Je vais bien. Et quand ils voient mon évolution professionnelle,
et l'évolution des enfants et tout, il est content. Parce que j'ai réussi. Malgré que j'étais toute seule, vraiment, je ne me suis pas laissée abattre et j'ai réussi. Donc, c'est pour ça que... Pourtant, quand j'ai accouché, on m'avait fait comprendre que je pouvais faire adopter l'enfant. Je pouvais faire adopter l'enfant. Même lui, même est venu vers moi pour me dire, oui, je peux faire adopter l'enfant. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je ne peux pas la porter 9 mois, faire un accouchement comme ça et donner. Ce n'est pas possible. Ouais. Voilà, ce n'était pas possible. Ouais. Donc, maintenant, vraiment, elle, c'est ma victoire. C'est vraiment ma victoire parce que quand je la regarde, je vois que je viens de loin. Ouais. Quand Ta je la victoire vois. sur la vie. Exactement. Je viens de loin. J'ai traversé trop de choses avec elle. Donc, vraiment, c'est ma victoire, elle. Voilà. Donc, Ok. ça a été vraiment, comme je disais, une erreur qui est devenue... qui a eu un effet positif, en fait, à la longue. Parce qu'au début, c'était compliqué, mais à la longue, vraiment, voilà, c'est une fierté. Ok. Donc, là, on va rentrer un peu dans les questions profondes de cette erreur. Mais avant tout, je tiens à te dire que je ne sais pas si tu réalises, c'est quand même une mine assez précieuse, l'expérience que tu as racontée avec les détails. D'abord, ça, merci. Moi, je sais une chose. J'ai pour habitude de dire que l'enfant est le père de l'homme. Et que dans les erreurs qu'on fait dans notre cheminement, on doit toujours en fait aller chercher les raisons dans l'enfance qu'on a vécue. Aujourd'hui, quand tu regardes ton erreur, on a bien compris qu'elle est positive aujourd'hui, elle est ta victoire. Mais si tu te remets à tes 17 ans, et que dans tes 17 ans, on te plonge en fait dans une forme d'hypnose, et qu'on te fait revisiter ton enfance avant ces 17 ans, est-ce que tu y trouves en fait des raisons qui t'ont poussé à commettre cette erreur-là? Est-ce que tu y trouves des explications? Parce que tu fugues. Pourquoi tu fugues? On peut se poser la question de pourquoi tu fugues. Parce que finalement, le fait que tu t'en enseignes, c'est la conséquence du fait que tu es fugué. Parce que si tu n'avais pas fugué, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Sûr. Pourquoi tu fugues? En fait, mon enfance a été difficile. Difficile et marquée par la violence, en fait. Marquée par la violence, marquée par l'absence. Marquée par... L'absence de qui? Parce que je pense que dans ton récit, les gens peuvent se dire elle n'a fait que parler de papa, mais on n'a pas entendu maman. Ouais. L'absence de maman. Ouais. L'absence de maman, l'absence de frères, sœurs, l'absence de l'amour, voilà, que un enfant est supposé recevoir, en fait. Donc, ce qui fait que fuguer était pour moi, en fait... Je fuguais pour aller retrouver l'amour, pour aller retrouver la sécurité, pour aller retrouver l'endroit où je me sentais bien. Donc, ça fait que je quittais là où je me sentais pas bien. Mais c'est ma famille. Là où tu es censé te Être sentir bien. Voilà. Pour aller où je me sens bien. Donc, c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai fugué. Mais En fait, c'était pas la première fois, en plus. Mais quel était-il dès le départ? Parce que la première fois que tu fugues, on peut se dire, en fait, qu'est-ce que la première fois que tu fugues? Tu vas où la première fois? Parce que la deuxième fois, on peut se dire, oui, tu as rencontré, en fait, l'amour de ta vie, là. Il a été ma première fois. De fuguer. Oui. C'est parce que tu le connaissais que tu as fugué pour aller le retrouver. Oui. Donc, tu l'avais déjà vu quelque part. Oui. Ok, d'accord. Quand j'étais... Oui. Parce que Ok. je l'ai rencontré, comment j'ai dit, en Angleterre. Et donc, en fait, déjà en Angleterre, je fuguais déjà pour le retrouver. Ok. Parce que c'était déjà un environnement déjà toxique. Ok. Donc, avant lui, je fuguais pas. Ok. Avant lui, j'étais obligée de subir, en fait, l'ambiance. Ok. Voilà, subir l'ambiance, les cris, les coups. J'étais obligée de subir tout ça, en fait. Ok. Donc, le fait que... C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai bien précisé, j'ai pas fugué pour aller à côté, j'ai fugué carrément pour quitter le pays. Et ça m'a fait vraiment du bien de ne plus être là. J'ai même pas senti même le besoin de revenir, en fait. Vraiment pas.
Ouais. Donc, pour moi, je pouvais rester là-bas. Hein. Ouais. Franchement, j'aurais préféré même rester là-bas. OK. Parce que, après, si on ne se sent pas bien quelque part, c'est compliqué d'être heureuse, de faire les bonnes choses et tout ça. C'est pas une excuse à mon erreur, mais c'est ce qui a déclenché, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu nous dis, il y a eu un temps, un espace temporel de 6 ans pendant lequel tu ne vois pas ton père. Et dans cet espace-là, ta tristesse commence à se transformer En colère. en colère. Est-ce que, à ce moment-là, tu trouves une responsabilité? Tu es tombée enceinte. Depuis le Tu début. sais que c'est une erreur. Mais est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment, c'est aussi à cause, en fait, de la situation dans laquelle j'ai toujours été, qui a fait en sorte que je tombe là, et finalement, quand je tombe là, je n'ai pas de soutien. Bah, en fait, vers la fin, quand je dis vers la fin, c'est pour dire que quand tu t'assois et tu réfléchis à ta vie, tout ça passe. Tout ça, tu fais la genèse en fait de ta vie. Donc tu te dis, mais comment ça se fait que j'en suis arrivé là en fait. Et donc tout ce que tu es en train de me dire, oui, c'est passé dans ma tête. Et je me suis dit, oui, c'est tout ça en fait qui m'a emmené là. Parce que je savais pourquoi je fuyais. Je savais ce que je fuyais en fait. Et pourquoi je le faisais. Et c'est pour ça qu'après, ça s'est transformé en colère parce que je me suis dit, en fait, il n'a pas vécu, en fait, tout ce que je vivais de mes yeux. Lui, il vivait de lui, sa position. Mais s'il avait vécu de mes yeux, il aurait compris, en fait. Même si ça n'excuse pas, Le rapport aurait été différent. Voilà, il aurait compris. Mais il n'a pas voulu, il était complètement dans la colère. Et je peux comprendre, parce qu'un papa africain, vraiment, c'est... Pas l'ego, mais plutôt, voilà, mon enfant doit être comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Mais comme ça et pas autrement, tu fais ce qu'il faut, en fait. Ouais. Mais tu peux pas ne pas faire ce qu'il faut et penser que ton enfant sera comme ça et pas autrement, en fait. Donc, il s'était pas remis en question. Voilà. Mon père, il s'était vraiment pas remis en question. Il s'était pas demandé pourquoi Non. elle en est arrivée là. Non. Il s'est pas posé cette question un seul instant. Je pense pas, parce que sinon, s'il avait... Ou peut-être il s'est posé des questions, mais il s'est donné les mauvaises réponses. OK. Voilà. Peut-être il s'est posé des questions, mais vraiment, il s'est donné les mauvaises réponses. Parce que s'il s'était donné les bonnes réponses, je pense qu'on n'aurait pas fait les 6 ans. OK. Voilà. Je pense qu'en venant vers moi, j'aurais expliqué tout ce que j'avais en cœur. Parce que vers la fin, il a fallu 6 ans pour qu'un jour, voilà, on s'asseye et que je lui déballe tout ce que j'avais sur le cœur, quoi. Pour me dire, bon, ok, je vais laisser tomber, mais bon, ça sera plus comme avant, quoi. Malgré que je lui ai expliqué le comment du pourquoi, je restais froide. Voilà, je restais froide. Et lui, en fait, j'ai dû l'emmener à comprendre de ma position. Parce que quand même, après 6 ans, il se donnait pas les bonnes réponses. Non, il restait campé sur le fait que, oui, je suis ton père... T'as 17 ans, tu peux pas, tu vas à l'école et tout ça. Et donc, c'était compliqué d'essayer de lui faire comprendre. Mais finalement, il a compris. Finalement, il a fallu autant de temps, mais finalement, il a compris. Ouais. Je vais te poser une question qui est difficile. Okay. Difficile parce que je sais que c'est compliqué. Tu avais 12 ans quand tu as fugué. Tu es parti en Angleterre. Non, bon, on va dire qu'après, tout ce qui s'est passé, c'est à 17 ans que tu tombes enceinte. Okay? Non, j'ai pas 12 ans quand j'ai fugué. 17 ans. J'ai commencé à fuguer à partir de 15 ans, 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ouais. Tu nous as raconté là, tu nous as fait de façon briève à peu près l'histoire. Tu vois, parce que moi, je pense toujours que nos actes sont influencés par nos pensées. Et nos pensées sont influencées par le système de pensée et le monde
que nos parents ont construit ou bien que nous avons construit autour de nous. Donc la question que je te pose, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est difficile. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avant, on dit oui, c'est logique. Elle a fugué parce qu'elle s'échappait. Un enfant, un pauvre enfant. Mais s'il y a un enfant là, qui est placé dans ta situation aujourd'hui, dans la même, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeune fille qui a 15 ans comme toi, qui vit en fait une situation difficile, censée lui donner la réponse comme quoi en fait fuguer c'est peut-être la bonne solution? Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, je lui dirais, quand tu as cet âge-là, tu réfléchis pas beaucoup. Tu réfléchis vraiment pas beaucoup. Tu es vraiment dans l'acte, en fait. Tu finis de poser l'acte et après tu dis, oh mince. Mais c'est la communication avec les parents. Même si les parents sont pas réceptifs, voilà. Leur dire ce qui va pas. Voilà. Leur dire exactement ce qu'il y a sur le cœur. Parce que après, en fait, au moins tu leur as dit, quand tu leur as dit là, et si tu poses des actes, ils vont se dire, ah, c'est peut-être parce qu'elle nous avait dit que, mais au moins tu auras déjà dit. Donc vraiment le dire, que poser l'acte, alors que eux ils vont se dire, ils vont vraiment la blâmer quoi en fait. Alors que elle pose un acte par rapport à quelque chose. Donc mieux tu dis vraiment la communication. C'est vraiment ça. Si j'avais ça, je pense que ma vie aurait été différente. Vraiment, ma vie aurait été vraiment différente. Parce que mon père était complètement... Il n'y avait pas de communication, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Donc, et maintenant, la génération de maintenant, les enfants, ils parlent beaucoup avec, avec leurs parents. Ils sont plus expressifs. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, la communication. Moi, je dirais vraiment la communication. Même s'ils ne sont pas réceptifs, un moment là, quand tu vas poser un acte ou, je sais pas, si tu poses vraiment l'acte, ils vont savoir le pourquoi. Donc, ils vont être énervés, mais ils vont savoir le pourquoi. Et peut-être ils vont agir autrement. Je me dis. Parce que moi, s'il y avait eu la communication et qu'après j'ai posé l'acte, il aurait su, ah, c'est parce que ça. Et on n'aurait pas fait ces 6 ans où il était fâché, en fait. Donc, je dis la communication. Ouais. J'ai une dernière question. Bon, c'est vrai, tu as voulu avorter. Ouais. Bon, tu es arrivé en France. Tu n'avais pas vraiment réfléchi sur la question quand tu es arrivé en France, d'après ce que tu nous expliques. Du tout. Mais aujourd'hui, là, que dirais-tu? Parce qu'aujourd'hui, tu as tout le recul. Ouais. C'est-à-dire que tu as le fil de tout ce qui s'est passé et tu as l'aboutissement aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, tu peux voir ta fille, c'est ça? Ta fille, qui est une jeune fille certainement extraordinaire, que tu dis réussir tout, dont ton père lui-même, dans tes dires, est aujourd'hui très content. Et qui même peut-être dit qu'elle avait bien fait. Peut-être que finalement, elle a eu raison de... Je ne vais pas pousser le bouchon. Mais je vais dire que dirais-tu à une jeune fille là, qui est là, à ce moment-là, confrontée à la pression, de gauche à droite. À la fois peut-être de sa vie, de son avenir, et de l'autre côté, la pression de la maison, des parents qui enseignent, qui n'a peut-être que le choix de se dire « Ah, il faut que j'aille avorter. Est-ce que je garde ?» Qu'est-ce que tu dirais là? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie de la capsule 1 de nos erreurs et nos leçons. Nous allons aborder les leçons qu'elle en a tirées. Nous entrons dans le vif du sujet. Rendez-vous à la deuxième partie de la capsule 1 du créneau Nos erreurs, nos leçons du podcast Talk Educa. Merci.